Au fait, je remercie énormément l'organisation pour m'inviter à ce congrès. Ça me tient énormément à cœur d'être présent à chaque fois pour le congrès de la Société marocaine de cardiologie. Alors, la tâche m'est un peu difficile. Parce que je passe derrière vraiment d'éminentes oratrices qui ont excellemment bien traité leur topo. Et deux, j'ai la tâche encore plus difficile de faire un espèce de moyen-âge entre ma durée de présentation et la durée de présentation de mon épouse, qui visiblement a consommé un petit peu le temps. Alors, même si je n'ai pas son débit verbal, mais je vais essayer d'aller vite. Alors, le sujet que je traite, c'est le traitement de l'hypertension artérielle. Mais au fait, comme vous allez le voir, c'est par la lorgnette du rythmologue que je suis. Je m'intéresse depuis quelque temps plus particulièrement aux arythmies que font les hypertendus. Alors, je ne vous apprends rien, et c'est une slide sur laquelle je peux passer rapidement. L'hypertension est un facteur de risque majeur qu'on voit chez l'insuffisance cardiaque, la coronaropathie, chez l'ischémique, la maladie rénale chronique, ainsi de suite. Lorsque pris séparément, l'hypertension artérielle et la fibrillation atriale, c'est des facteurs de risque majeurs de l'AVC ischémique. Lorsque ils sont associés, ça augmente de manière exponentielle le risque d'AVC ischémique. Alors, les hypertendus ne font pas que de l'AFA. On va voir pourquoi. Ils font également des arythmies ventriculaires. Et au fait, lorsqu'on traite nos hypertendus avec des diurétiques thiazidiques, si on ne fait pas très attention au potassium, et c'est une situation, je peux vous dire, qui est loin d'être rare, avec la chute de l'hypokaliémie, et pour peu qu'ils aient un magnésium un peu bas, à ce moment-là, on les expose au risque d'arythmie ventriculaire, je dirais même menaçante. Alors, la fibrillation atriale et l'hypertension artérielle, une liaison très dangereuse. Vous voyez la prévalence de l'hypertension artérielle à l'échelle mondiale, c'est 20-40%. Et actuellement, l'hypertension artérielle, quel que soit le pays, et c'est vrai aussi pour le Maroc, je n'ai pas mis la diapo, elle est greffée de la mortalité numéro 1, encore une fois, à l'échelle mondiale. Quant à la fibrillation atriale, la prévalence dans la population générale, là aussi, quel que soit le pays, c'est 1 à 2%, peut-être un peu plus dans les pays occidentaux, mais vous voyez, au-delà de 75 ans, c'est quand même 10% de patients qui ont une fibrillation atriale, et très certainement, cette prévalence est sous-estimée parce que l'on ne prend pas en considération les fibrillations atriales asymptomatiques. Je rappelle que 50% des patients qui font de la fibrillation atriale sont complètement asymptomatiques, et des fois, malheureusement, on découvre ces FA au stade de l'AVC ischémique. Alors, l'association des deux, il n'y a pas mieux que cette diapo pour vous montrer de quoi je parle. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que je vois mon ami Abdelhamid est arrivé. Je voulais le remercier pour tout le travail qu'il fait dans l'ombre. Il m'a déjà invité à de très nombreuses manifestations, et je voulais juste rappeler que tout récemment, on lui a rendu un très vibrant hommage à l'hôpital militaire. J'aurais vraiment souhaité être présent, mais je me trouvais à 7000 km de là. Et puis, j'ai reçu les vidéos. C'était vraiment un très vibrant hommage. C'était très émouvant. Je t'ai vu pleurer la première fois, Abdelhamid. Encore bravo, et ce n'était que amplement mérité. Donc, je reviens à mon topo, et donc, voyez, pour vous dire à quel point l'hypertension est très prévalente. Regardez ça, c'est les derniers essais sur les anticoagulants, sur qu'on appelle communément maintenant les NACO. Au fait, ces 4 études ont inclut quelque chose comme 70 000 patients. Et au fait, ces patients ont été recrutés sur la base de l'AFA. Ils présentaient tout simplement de la fibrillation atriale, et on a comparé est-ce que les NOAC et les AVK font mieux. C'est tout. Ils n'ont pas été sélectionnés sur autre chose, juste sur le fait qu'ils présentent de l'AFA. Et donc, quand on a regardé leur profil, regardez la prévalence de la fibrillation atriale, elle est juste monstrueuse. En fait, je vous promets, quand j'avais vu ça, j'ai commencé à chercher, à traquer vraiment l'hypertension artérielle. Et un premier message de ce topo, si vous voyez un patient qui présente la fameuse
fibrillation atriale isolée, au fait qu'il a disparu des guidelines, ça n'existe plus, parce qu'on sait que probablement on la considère isolée, c'est juste parce qu'on n'a pas suffisamment traqué l'hypertension artérielle. Alors, je vous disais que la prévalence est sous-estimée. Alors, quand est-ce qu'il faut chercher de la fibrillation atriale silencieuse chez un patient qui est hypertendu? Lorsqu'il fait un AVC cryptogénique, et ça, je pense que c'est rentré dans les mœurs chez les neurologues, ils nous demandent de leur implanter des Reveal, c'est mieux que les Holter. Lorsque un patient hypertendu a fait un AIT, surtout s'il a plus de 75 ans, si dans les Holter vous enregistrez des périodes de tachycardie atriale, même si elles ne sont pas soutenues, ou alors juste des ESA, si elles sont en nombre suffisant, si la charge en extrasystolie atriale est importante, je pense que ces patients méritent un monitoring continu à la recherche de l'AFA. L'hypertrophie ventriculaire gauche, la dilatation de l'oreillette gauche, et puis un hypertendu qui fait des palpitations. C'est quoi le mécanisme physiopathologique de l'association hypertension artérielle et fibrillation atriale? Vous le voyez ici sur cette diapo. Alors, l'hypertendu, il augmente l'épaisseur de son ventricule gauche et en amont, il dilate l'oreillette gauche. Ça aboutit à une dilatation importante de l'oreillette gauche qui finalement arrive à cette entité dont en rythmologie, on parle de plus en plus de cette entité qu'on appelle la cardiomyopathie atriale qui va générer donc de la fibrillation atriale. Tout simplement, il y a des zones de fibrose interstitielle et au sein de ces zones de fibrose, il y a une dispersion des périodes réfractaires, il y a une anisotropie de conduction. Alors, anisotropie, c'est un mot très savant qui veut dire qu'il y a tout simplement des zones de conduction lente, des zones de conduction rapide qui favorisent les rentrées. Et c'est pour ça qu'ils font de la fibrillation atriale. Il y a donc le remodelage structurel, mais il y a le remodelage électrique que je viens d'expliquer. Raison principale, la dispersion des périodes réfractaires et puis l'anisotropie de conduction. Quand vous avez un patient hypertendu et qui a une hypertrophie ventriculaire gauche, si l'oreillette est dilatée, la masse ventriculaire est importante, vous voyez que le risque de faire de l'AFA, il devient exponentiel par rapport à un hypertendu qui a une masse ventriculaire gauche normale. Alors, il ne faut pas oublier, alors je vous ai montré des modifications structurelles de l'oreillette gauche, du remodelage électrique, il ne faut pas oublier le système nerveux sympathique, et vous voyez, ça c'est le profil des patients que l'on voit dans la vie de tous les jours, ils sont coronariens, ils sont insuffisants cardiaques, et vous voyez que le système nerveux sympathique intervient dans toutes ces situations. Et donc, ce paramètre-là, à mon avis, il est sous-estimé. Et je pense que c'est pour ça qu'on a les recommandations européennes 2018 sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. On ne l'a pas pris énormément en considération et c'est pour ça qu'une famille de médicaments dont je vais parler peut-être a été injustement traitée dans ces recommandations. Et vous voyez encore un travail récent publié en 2019. On insiste encore une fois sur le remodelage structurel et le remodelage électrique pour générer de la fibrillation atriale, mais il y a également le système sympathique. Je rappelle à ce sujet le triangle ou la triade de Koumel. Pour faire une arythmie, qu'elle soit atriale ou ventriculaire, il faut le substrat, le remodelage structurel, il faut la gâchette, quelques extrasystoles, et il faut l'intervention du système nerveux. Alors, encore une fois, c'est très négligé, le système nerveux sympathique. Alors, ça, c'était pour les arythmies atriales. Maintenant, qu'en est-il pour les arythmies ventriculaires? Pour exactement les mêmes raisons, une hypertrophie ventriculaire gauche s'associe à des zones de fibrose plus ou moins étendues. Et là aussi, il y a un remodelage structurel et électrique. Et si en plus on donne des médicaments qui diminuent le potassium, et à condition que le patient ait un magnésium bas, à ce moment-là, ça peut favoriser la survenue d'arythmies ventriculaires, et comme je disais tout à l'heure, arythmies ventriculaires menaçantes. Et voyez, juste pour résumer,
hypertrophie ventriculaire gauche égale remodelage structurel, présence de fibrose, remodelage électrique, dispersion des périodes réfractaires, arythmie ventriculaire et puis décès subit. Et ça a été rappelé dans ce papier, hein, je vous recommande la lecture parce que ça résume un peu le topo que je suis en train de vous dire, sur l'association des arythmies cardiaques et de l'hypertension. C'est un consensus d'experts, mais il est vraiment très très bien écrit et il reprend à peu près ce que je viens de vous dire. Il y a l'intervention du système rénine-angiotensine, bien évidemment, il faut le tenir en compte. Il y a les phénomènes ischémiques qui sont en grande partie chez l'hypertendu liés à l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et encore une fois, ce que l'on retrouve ici, c'est le système nerveux sympathique. Voilà le papier dont je vous parlais. Ce ne sont pas des recommandations, mais c'est quand même un consensus d'experts. Alors, même si on sait que l'hypertension artérielle, elle génère tout ça, hein, plus 50% des strokes, à peu près 50% des cardiopathies ischémiques sont directement liées à l'hypertension artérielle. Et l'on sait que le niveau de protection finalement cardiovasculaire va dépendre largement de la façon dont on va contrôler l'hypertension artérielle. On se rend compte que quand même 20 à 55% des patients, probablement même plus que ça, qui sont traités pour hypertension artérielle ne sont pas bien contrôlés avec le traitement. Et quand ils ne sont pas bien contrôlés, vous voyez que la mortalité toute cause est greffée de 57%. C'est énorme, une augmentation de risque de 57%. Et la mortalité cardiovasculaire, elle est augmentée de 74%. C'est juste énorme. C'est pour ça, au fait, chacun de nous, quelle que soit sa spécialité, de vraiment faire très attention aux patients hypertendus. Le simple fait de réduire juste de 10 mm de mercure les chiffres tensionnels, vous voyez qu'on arrive à baisser de manière très significative les événements cardiovasculaires majeurs, les accidents coronariens, le stroke, l'insuffisance cardiaque et même la mortalité toute cause. Voici les recommandations 2018 et les chiffres cibles. Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est juste un autre papier qui est très ancien qui montre que nos patients traités pour hypertension, 70% d'entre eux ne sont pas bien contrôlés. Alors, quelle est la raison pourquoi ces patients finalement ne sont pas contrôlés? Est-ce que c'est en raison de l'absence d'efficacité des traitements? Ce n'est pas vrai. Tous les traitements, quels qu'ils soient, ils ont une efficacité. Et vous voyez, il n'y a que 5 à 10% des patients qui vont manifester une résistance vis-à-vis des antihypertenseurs. Est-ce que c'est lié à l'inertie? Oui, l'inertie au niveau thérapeutique. C'est en grande partie le médecin qui en est responsable. Et beaucoup de nos patients hypertendus restent en monothérapie avec une dose qui est suboptimale. L'adhésion au traitement, seulement 50% adhèrent au traitement et à l'observance du traitement. L'insuffisance d'utilisation de la combinaison thérapeutique, oui, c'est vrai, et c'est probablement ça la cause la plus importante. Et dans les recommandations, c'est clair qu'il faut prescrire d'emblée chez le patient hypertendu récemment diagnostiqué une combinaison de traitements. Alors, la complexité des stratégies actuelles, oui, c'est vrai, mais en partie seulement. En gros, le plus gros responsable, c'est ce que j'ai souligné ici en rouge, l'absence d'utilisation de la combinaison. Alors, est-ce qu'on a chez le patient hypertendu un moyen pour éviter finalement les arythmies ventriculaires? C'est ce qu'on appelle les thérapies d'amont. Alors, il faut s'attaquer à tous ces facteurs de risque. L'obésité, c'est bien connu. Quand on prend la fibrillation atriale et l'hypertension, au fait, ils partagent à peu près les mêmes choses. Et au fait, c'est une maladie. Au fait, aujourd'hui, on considère l'AFA, surtout lorsque le cœur est structurellement sain, on la considère comme liée à un style de vie. Le patient qui perd du poids, qui commence à faire de l'exercice physique, je peux vous dire qu'il fait beaucoup moins de FA. Des patients, là où je suis à Riyad, ils sont obèses, ils sont diabétiques, etc. Quand vraiment ceux qui sont animés d'une bonne volonté et qui réduisent, ils sont adressés pour ablation de FA, quand ils réduisent drastiquement leur poids, ils voient leur fibrillation atriale
disparaître. Alors, tous ces paramètres, c'est sûr qu'il faut les contrôler chez l'hypertendu parce qu'ils contribuent largement à favoriser la survenue de la fibrillation atriale. Alors, pour l'hypertension, dans les recommandations, ils nous disent qu'il faut prescrire les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et les bêta-bloqueurs que lorsque approprié. Alors, quand on regarde un peu ce qui a été fait, je cite ce travail, mais il y en a d'autres, sur l'inhibition du système rénine-angiotensine, et vous remarquerez ici, c'est des grands acronymes sur l'hypertension artérielle. Finalement, les données sont très controversées. Et vous voyez qu'ici, là, sur cette colonne, il y a plus d'études négatives que d'études positives concernant le système rénine-angiotensine. Parce que probablement, au fait, on ne s'attaque pas suffisamment à cet élément qui est commun à toutes ces pathologies. En fait, ça, c'est nos patients typiques en cardiologie. Ils sont, encore une fois, diabétiques, hypertendus, de l'insuffisance cardiaque, etc. Et un des éléments communs, c'est le système nerveux sympathique. Alors, pourquoi le système nerveux sympathique ? Il faut le prendre en charge parce qu'il est responsable de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et regardez, dans ce travail relativement ancien, d'il y a une douzaine d'années, on a regardé les patients qui ont leur chiffre tensionnel contrôlé et qui continuent à avoir une fréquence cardiaque élevée. Ceux-là, au fait, c'est comme leur outcome, il est exactement similaire à un patient dont l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée. Donc, si vous ne contrôlez pas la fréquence cardiaque, c'est sûr que vous n'améliorez pas le pronostic. Ceux qui s'en sortent le mieux, ils sont là, c'est-à-dire ils ont les chiffres tensionnels qui sont bien contrôlés et ils ont une fréquence cardiaque qui est abaissée. Je parlais tout à l'heure de la combinaison de deux antihypertenseurs. Alors, ça vient de ce travail et d'autres travails. Dans ce travail, par exemple, 75%, et vous voyez là aussi les acronymes, ça vous rappelle toutes les études sur l'hypertension. Dans ces études, plus de 75% des patients avaient besoin de l'utilisation de deux médicaments au plus. Alors la combinaison, pourquoi ? Ici en vert, c'est lorsqu'on a rajouté un traitement antihypertenseur, et ici en jaune, c'est lorsque tout simplement on a doublé la dose du médicament prescrit aux patients. Et on voit très bien que ceux qui s'en sortent, et il n'y a pas photo, la barre est vraiment très très haute, c'est les patients chez qui on a combiné les traitements par rapport aux patients chez qui on a continué tout simplement juste à augmenter la posologie du médicament qui est prescrit. Alors je ne vous apprends rien, toutes les recommandations américaines, canadiennes, européennes et même les recommandations chinoises insistent toutes comme traitement de première intention, il faut prescrire une bithérapie antihypertensive. Alors, voilà donc les recommandations. Ça m'avait chiffonné cette plaque quand je l'avais vue au début, parce que je me disais, les bêta-bloquants ne figurent pas ici. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, l'activation du système nerveux sympathique, la réduction de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque est un élément qui est aujourd'hui parfaitement bien reconnu comme facteur de risque majeur dans la maladie cardiovasculaire. Je me disais que les bêta-bloquants étaient finalement injustement traités. Mais en fait, quand on lit un petit peu le texte dans le détail, et juste un poil plus bas, on regarde que finalement, les bêta-bloquants peuvent être utilisés à n'importe quelle étape à ce niveau-là, chez les patients qui ont ce profil-là, c'est-à-dire, là, je dirais, plus de 95% de nos patients, les insuffisants cardiaques, le patient angineux, le post-infarctus, une fréquence cardiaque, on la retrouve ici, qui est élevée, une fibrillation atriale, le sujet jaune, chez le sujet jaune, je rappelle qu'il y a une hyperactivité sympathique, donc il peut bénéficier du traitement bêta-bloquant. Chez la femme enceinte, c'est un problème lorsqu'elle commence à faire de l'HTA gravidique, ou alors même si elle est hypertendue avant de tomber enceinte, il n'y a pas grand médicament qu'on peut utiliser en dehors des bêta-bloquants. Et donc, ils nous disent dans les recommandations, une jeune femme avec un projet de grossesse, vaut mieux prescrire des bêta-bloquants. Alors les bêta-bloquants, encore une fois, comme ce que j'ai dit depuis le début, je traite l'hypertension artérielle d'un point de vue rythmologue, par ma petite lorgnette, mais vous avez vu, démonstration a été faite que l'hypertendu, en raison des modifications structurelles, en raison des remodelage électriques, ils font beaucoup plus d'arythmie que les autres, arythmie ventriculaire et arythmie atriale. Et aujourd'hui, on n'a pas inventé mieux que les bêta-bloquants
pour traiter et pour prévenir le risque de ces arythmies-là. Et j'inclus dedans les bêta-bloquants, ça peut choquer, les bêta-bloquants font mieux que l'amiodarone, qui pour moi, c'est plus un poison quand on l'utilise à tort et à travers qu'un véritable anti-arythmique. Alors, combiner les traitements, lesquels ici, je vais vous parler de la combinaison bêta-bloquant inhibiteur calcique. Et voyez ces médicaments, par exemple les bêta-bloquants, concernant le contre-indication, à moins que le patient soit asthmatique ou BPCO sévère ou présentant des troubles de la conduction atrioventriculaire, il n'y a pas trop de contre-indications pour les bêta-bloquants et vous voyez les dihydropyridines, hein, les inhibiteurs calciques, il n'y a quasiment rien. Même la tachycardie réflexe qu'ils peuvent présenter peut être contrecarrée par la prescription des bêta-bloquants. Et c'est justement l'intérêt d'associer ces deux molécules, c'est parce qu'en les additionnant, on arrive à avoir un effet synergique extrêmement bénéfique. Et ça va dans le sens des recommandations. L'utilisation d'un bêta-bloquant va, comme je l'ai dit tout à l'heure, va prévenir la tachycardie réflexe qui est liée à l'inhibiteur calcique. En revanche, la vasodilatation qui est occasionnée par l'inhibiteur calcique va être contrecarré par l'effet vasoconstricteur relatif des bêta-bloquants. Et donc, c'est pour ça qu'ils réduisent de manière très importante la morbidité et la mortalité cardiovasculaire. Tout est résumé sur cette diapo. Voici les effets des bêta-bloquants. Je rappelle, et ça on a tendance à l'oublier, je n'ai pas le temps pour rentrer dans le détail comment les bêta-bloquants inhibent le système rénine-angiotensine, mais ils ont une action directe ici. Ils ont une action sur le système nerveux sympathique. Et puis de l'autre côté, les inhibiteurs calciques, ils ont une action directe sur le muscle vasculaire lisse, donc qui permettent non seulement de contrôler la pression artérielle, mais de réduire la fréquence cardiaque, et donc il y a une cardioprotection qui est plus bénéfique. Alors, concernant l'amlodipine, il a été comparé aux IEC, en particulier à l'isinopril, et voyez, c'est sûr que c'est une diminution qui est très légère, mais comme j'ai dit tout à l'heure, juste quelques millimètres de mercure, c'est suffisant pour faire diminuer les événements cardiovasculaires majeurs. Et puis ça sort ici positif en faveur de l'amlodipine concernant la pression artérielle systolique, mais également la pression artérielle diastolique. Et sur l'hypertension artérielle du petit matin, vous voyez que l'on considère l'HTA clinique ou le monitoring sur 24 heures, l'effet de l'amlodipine est là. Il en va de même pour le bisoprolol, très très bonne molécule parce qu'on peut titrer le patient tranquillement, on peut démarrer à toute petite dose et puis titrer progressivement, c'est l'avantage. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette molécule, et plus particulièrement chez l'insuffisant cardiaque. Plus c'est long, plus c'est bon. On démarre à petite dose et on augmente progressivement, et je peux vous dire que la tolérance n'est que meilleure. Et donc, l'avantage, et vous voyez sur les chiffres tensionnels, les bêta-bloquants ne sont pas ridicules, au contraire, ils se montrent même supérieurs dans cette étude par rapport aux autres, non seulement sur le contrôle de la pression artérielle, mais ils n'ont pas d'équivalent pour diminuer la fréquence cardiaque. Alors, le bisoprolol contre placebo et l'amlodipine contre placebo sur un monitoring de 24 heures, pression artérielle monitorée pendant 24 heures, il baisse significativement aussi bien la pression artérielle systolique que diastolique. Alors, vous pouvez me dire pourquoi on prescrit finalement ces deux bonnes molécules, pourquoi on ne prescrit pas juste un seul et puis on voit. La comparaison a été faite lorsqu'on prescrit le bisoprolol tout seul, comparé à l'association bisoprolol-amlodipine, ça fait diminuer de manière très significative les chiffres tensionnels. Et il en va de même quand on fait à l'inverse, on compare l'amlodipine versus l'association amlodipine-bisoprolol. En raison de l'effet bénéfique, il y a un meilleur contrôle donc, des chiffres tensionnels et il y a une meilleure prévention grâce à l'effet des bêta-bloquants. Il y a une meilleure prévention des arythmies atriales et ventriculaires. La molécule existe. Il me semble qu'au Maroc, il y a juste le 5,5 et le 10,10. Il n'y a pas le 10. Hein. Voilà, je pense que c'est ma dernière slide. Au fait, dans la fibrillation atriale peut être
la première manifestation de la cardiopathie hypertensive. Et donc, au fait, quand vous avez une FA isolée, et je vous en ai expliqué les raisons pourquoi, je pense que dépister l'hypertension artérielle doit être considéré. Elle n'existe plus, la FA isolée. Ça a été sorti des recommandations. Il faut vraiment traquer l'hypertension artérielle. Quand il y a une hypertension artérielle, de l'autre côté, connue, avec une hypertrophie ventriculaire gauche, il faut vraiment screener la fibrillation atriale. Encore une fois, quand vous avez un patient sur un holter qui fait une charge en extrasystolique atriale qui est importante, c'est sûr qu'il faut pas passer à côté d'une fibrillation atriale. Il y en a même sur la foi de certaines études qui ont commencé à traiter, mais ce n'est pas encore dans les guidelines. Un meilleur contrôle des chiffres tensionnels peut prévenir la survenue d'arythmies. L'utilisation des bêta-bloquants permet de prévenir et de traiter, s'il en faut, les arythmies qui sont liées à l'hypertrophie ventriculaire gauche et à la dilatation de l'oreillette gauche. Et à ce titre, l'association bêta-bloquant inhibiteur calcique paraît être une bonne combinaison. Voilà, je vous remercie pour votre attention.